Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer et déjà bienvenue à l'Aéroclub de France dans cette belle salle. Je vois que le public est nombreux et comme toujours, je vous rappelle que nous enregistrons, vous voyez tous nos équipements ici, les conférences, et n'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui souhaitaient voir ces conférences et qui n'ont pas pu se joindre à nous, que tout est enregistré et mis en ligne sur une chaîne YouTube qui est rappelée sur les invitations. Donc avant de laisser la parole à Catherine Kochenek pour présenter nos conférenciers de ce soir, je tiens à remercier comme toujours ceux qui nous permettent d'organiser ces conférences, l'Aéroclub de France bien entendu, la commission astronautique de l'Aéroclub de France et l'association AGP 21. Je laisse la parole à Catherine pour présenter notre conférence de ce soir. Catherine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Catherine Kochenek. Je vous dirai quelques petits mots simplement sur le spatial. Je vais pas parler à la place de nos intervenants. Simplement pour vous cadrer un peu leur intervention. Donc, voir la Terre d'en haut fait de l'espace un observatoire naturel de notre planète et de nos activités humaines. De ce fait, le spatial représente depuis l'origine un enjeu stratégique et de défense. Et ça, c'est important parce qu'il a beaucoup évolué depuis, mais depuis l'origine, c'est un enjeu stratégique et de défense. Aujourd'hui, l'espace se militarise, les faits en témoignent. La ministre des Armées, en septembre 2020, a fait évoluer l'armée de l'air en la transformant en armée de l'air et de l'espace. En décembre 2019, Trump a créé la Space Force. Alors l'espace, qu'est-ce que c'est? Une zone de paix, une zone de combat. Demain, la guerre des étoiles. J'ai donc l'honneur de vous présenter deux intervenants, le général Philippe Stenninger et Jacques Arnoux, qui vous feront part de leurs réflexions sur cette question. Le général Philippe Stenninger, diplômé de l'école de l'air et breveté pilote de chasse, a servi au sein de plusieurs unités opérationnelles de l'armée de l'air, a été amené à participer à plusieurs opérations en Afrique, dans les Balkans et au Proche-Orient. Il a ensuite été chargé des relations transatlantiques à l'état-major des armées et des affaires opérationnelles à l'inspection générale des armées air à Paris. Après avoir commandé la base aérienne de Cazaux, il est affecté à la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense en qualité de sous-directeur chargé de la construction européenne et de l'Alliance Atlantique. Nommé officier général, Philippe Stenninger est affecté au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, en qualité de conseiller du secrétaire général, chargé du secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale. Il rejoint ensuite les forces aériennes stratégiques dont il prend le commandement avant de revenir au SGDSN en qualité de secrétaire général adjoint de la Défense et de la Sécurité nationale. Il termine sa carrière militaire en 2018 et rejoint le CNES en tant que conseiller militaire du président. Par ailleurs, vous pourrez regarder sur Internet, Philippe Stenninger a beaucoup écrit. Il est d'ailleurs chercheur associé à l'IRIS. Il a écrit donc deux ouvrages, le dernier étant Les fondamentaux de la puissance aérienne moderne en 2020. Il faut que j'aille acheter. Jacques Arnoux. Jacques Arnoux a un parcours atypique, je pense que tout le monde commence ses présentations comme ça. Ingénieur agronome de formation, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie. Il est appelé par le CNES en 2001 pour prendre le poste d'expert éthique. Je me souviens de son arrivée au CNES. À ce moment-là, je dirigeais la communication du CNES. Et la création d'une mission d'éthique était une première à ma connaissance. Bon, peut-être que Jacques va en dire plus, dans l'environnement des agences spatiales. Sa venue a donc suscité une véritable attente et de la curiosité. Je pense aujourd'hui, encore plus qu'il y a 20 ans, avec l'arrivée des nouveaux acteurs de l'espace, cette réflexion d'éthique est incontournable. Jacques Arnoux a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire et les enjeux des différents secteurs de l'exploration et de l'utilisation de l'espace, depuis la gestion des débris en orbite autour de la Terre jusqu'au projet de colonisation des acteurs de New Space, en passant par les vols habités et même les soucoupes volantes.
Ancien auditeur de l'IHEDN, il est sensible à la nécessité d'animer le lien entre nos armées et notre nation, et sa présence ce soir avec nous en témoigne. Par ailleurs, permettez-moi d'ajouter que Jacques Arnaud réfléchit à des sujets que les sciences peuvent faire émerger au sein de nos sociétés, au regard de nos croyances, de nos philosophies. Et il publiera à la rentrée un ouvrage sur la philosophie de l'extraterrestre aux éditions de l'Académie royale de Belgique, dont il est membre associé. Par ailleurs, Jacques Arnaud a beaucoup écrit, et pareil, je vous invite à regarder sur Internet et découvrir les publications de Jacques Arnaud. Messieurs. Merci Catherine pour cette introduction, en tout cas en ce qui me concerne. Et j'ai toujours au bureau du CNES une girafe que tu m'avais offerte après une de mes toutes premières interventions au CNES où j'avais parlé de nos capacités d'adaptation, et vous savez qu'en fonction de vos philosophies, de vos connaissances, vous pouvez interpréter différemment le fait que la girafe a un long cou. Et donc à la suite de mon intervention, Catherine m'a offert une petite girafe qui est toujours là. Comme quoi, tout mène à l'espace et aux girafes. Merci Olivier, merci à la Commission, merci pour cette invitation à parler à l'Aéroclub de France, dont j'ai la chance d'être un membre, avec un très beau parrainage à l'époque. Et donc ce soir, nous allons parler avec le général de cette question, donc, demain, la guerre dans l'espace, et j'ai la mission donc, d'introduire le corps du sujet qui sera l'œuvre du général. Évidemment, c'est vraiment son domaine de compétence, voyant plutôt, comme le disait Catherine, le regard du cosméticien avec un TH évidemment, qui est aujourd'hui depuis 20 ans ma compétence. Je voudrais vous traiter d'une question dont l'intitulé évidemment est un clin d'œil à ce que Catherine disait tout à l'heure, et la question étant la suivante: la guerre serait-elle le péché originel de l'espace? Une manière évidemment d'introduire la question. Dans les années 90, un ancien responsable de l'Agence spatiale européenne, Roger-Marie Bonnet, a écrit un ouvrage qui s'appelle Les horizons chimériques, à propos donc de son propre parcours dans le domaine spatial et de ses réflexions d'acteur du spatial. Et évidemment, comme beaucoup de ceux qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine spatial, c'est un enthousiaste, un passionné, et il nous explique comment donc, nous sommes encore qu'aux prémices, je le cite, d'une irréversible envolée de l'homme vers de nouveaux rivages dans l'univers. Ça, c'est pour la poésie. Dans la pratique, il nous rappelle, et il affirme que, eh bien, l'espace tel que nous connaissons aujourd'hui comme lieu d'activité a deux géniteurs, comme il dit, le glaive et la paillasse. La paillasse pour le domaine de la recherche, et la France est un bel exemple où c'est grâce aux scientifiques qu'il y a désormais 60 ans, l'Agence spatiale française de CNES a été créée, la communauté scientifique a eu un rôle important, mais il ne faut pas oublier, comme le dit Roger-Marie Bonnet, le glaive, les militaires, en France et dans d'autres pays, peut-être encore de manière plus évidente. Et cela est une réalité que tous ceux qui ont un peu travaillé l'histoire du spatial, ou même qui en ont entendu parler, reconnaissent une fois qu'on leur a rappelé. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se demandent, la guerre aura-t-elle lieu dans l'espace? Qu'en est-il de la militarisation de l'espace? Et donc, à travers la question que je vais traiter, la guerre était le péché originel de l'espace. En réalité, il faut sans doute revenir aux origines et admettre que cette dimension-là fait partie de ce que nous appelons l'espace. Un autre grand spécialiste, et lui aussi responsable de l'espace, des activités spatiales, André Legault, qui a présidé le CNES durant de nombreuses années, dans les années 1990, qui était un très bon connaisseur de l'histoire des sciences, a aussi très souvent souligné cette dimension donc militaire et duale, donc une présence à la fois d'activité civile et d'activité militaire dans ce même domaine spatial. Et il l'a rappelé par exemple dans un très bel ouvrage que je peux vous conseiller si vous voulez vous plonger dans la manière dont un acteur même du spatial raconte l'espace. C'est toujours intéressant. Donc dans un ouvrage qui s'appelle L'espace en héritage, vous voyez que vous avez déjà 2 lectures, quand il rappelle la fusée spatiale,
telle qu'elle est apparue dans les années 50 est, dit-il, fille de la guerre. Elle est issue du développement des techniques d'armement et somme toute, dit-il, c'est naturel. Vous connaissez évidemment cette histoire-là. On peut parler des V2, au moment de la Seconde Guerre mondiale, puis du développement des engins balistiques intercontinentaux. Évidemment, le cas de l'Union soviétique est relativement simple à traiter, puisque dans ce pays, l'intrication entre le militaire et le civil était de facto une réalité, mais même aux États-Unis, son grand rival de la guerre froide, eh bien, l'agence civile qui était la NASA était une manière civile de quand même d'aborder une question politique où il s'agissait pour ces deux grandes puissances d'affirmer non seulement une suprématie technologique, mais aussi un prestige national et de, ce faisant, de régler d'une manière un peu moins belliqueuse, en tout cas en travers des conflits, cette situation de guerre froide. Tout ça, nous le savons, mais nous devons toujours nous le rappeler quand on parle d'espace, c'est dans ce terreau-là que nos activités spatiales, 50 ou 60 ans plus tard, eh bien, continuent à s'alimenter. Alors évidemment, quand on pense quand on parle de dual, nous avons des exemples, et tout à l'heure Catherine le disait, le premier exemple c'est la question de l'observation. L'espace nous offre de prendre de la hauteur bien plus haut que l'aviation, avec tout le respect que j'ai pour les aviateurs. Les gens du spatial sont encore bien plus hauts, et que cette capacité d'observation a tout de suite été comprise comme une capacité extraordinaire au service des armées. Même sans rentrer dans tout ce développement des satellites espions, qui est une grande aventure technologique et une grande aventure aussi politique, de ce que nous connaissons désormais avec la déclassification des dossiers, c'est des histoires, bon, évidemment, je dirais d'espionnage, et qui sont toujours assez incroyables, surtout quand il faut maintenir évidemment le secret. Mais quand on pense simplement à l'histoire de l'observation civile, le développement des Landsat américains, le développement évidemment du programme Spot français que nous connaissons, a immédiatement été très suivi par les militaires et qui n'ont jamais hésité à acheter toutes les images qu'ils pouvaient acheter. Catherine le connaît puisqu'elle a travaillé pour Spot. Dès le début de Spot, les militaires, y compris étrangers, se sont intéressés à ces images venues de satellites civils, mais pour des opérations militaires avant ou en même temps en développant leur propre système d'observation. Mais il y a tout le domaine de l'information générale. André Legault le rappelle très bien dans son ouvrage. Et évidemment, là, tout ce qui peut recueillir et transmettre de l'information intéresse non seulement le monde civil, mais d'abord le monde militaire. Et le satellite, au fond, je ne suis pas du tout un ingénieur dans ce domaine-là, et l'agronomie est déjà très loin, mais l'image que j'ai que l'on m'a expliquée, qui en gros est peut-être un peu simplificatrice, mais le satellite, c'est un tuyau qui récolte de l'information, qui la concentre à un moment donné et qui la rediffuse à un autre endroit. Mais un tuyau particulièrement performant, justement, de par sa situation. Et ce tuyau-là, tout le monde veut, un jour ou l'autre, l'utiliser. Donc, que ce soit pour des télécommunications, pour que ce soit de l'observation, comme je viens de le dire, sous toutes ses formes, ou encore d'un système que nous utilisons peut-être encore plus que l'observation, qui est la localisation, le positionnement. Et, j'allais dire comme par hasard, vous le savez tous ici, mais beaucoup de gens sans doute l'ignorent ou l'ont ignoré, le célèbre GPS américain est un système d'abord militaire, conçu dans les années 70, qui a été mis à la disposition des civils dans les années 80, avant qu'il soit évidemment complété par d'autres systèmes civils et militaires, comme le Galileo européen, système dual qui est aussi bien utilisé par les militaires que par les civils. Donc nous sommes voilà, c'est cela l'ambiance du spatial, où en permanence cohabitent, coopèrent des civils et des militaires en utilisant ou les mêmes technologies, les mêmes satellites, ou les mêmes données, avec différents traitements. Tout ça intéresse beaucoup d'acteurs contemporains, avec, donc, sans oublier ses origines, mais aujourd'hui avec une certaine tension qui peut être d'origine politique, quand Catherine citait tout à l'heure la création
différentes forces spatiales nationales aux États-Unis, plus récemment en France et dans d'autres pays. Et pour citer notre ministre des Armées, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, Florence Parly, avant de créer comment dirais-je, de renommer l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace, dans un discours où ce devait être en septembre 2018 à Toulouse, elle avait explicitement mentionné une approche agressive d'un satellite européen, franco-italien, par un satellite russe. Ça avait pas mal, comment dirais-je, buzzé, enfin, beaucoup de gens étaient interloqués par cette information parce que, pour beaucoup, c'était un peu surprenant. C'est comme, effectivement, là, on se dit, mais ça y est, est-ce que la guerre a commencé? Bon, alors que, de fait, les militaires sont déjà présents depuis très longtemps et s'observent. Alors là, c'était un peu plus net, et puis surtout, c'était une espèce d'annonce officielle qui préparait peut-être à d'autres décisions par la suite, comme justement la transformation de l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace. Et c'est intéressant parce que ce satellite en question, donc Athena Fidus, un satellite franco-italien, a été lancé quelques années auparavant, en géostationnaire, et un satellite dual, civil et militaire, qui est chargé de télécommunications de haut débit, pour les forces militaires, pour la sécurité civile. Donc un satellite qui, avec cette double identité, ou cette identité duale, eh bien, intéresse d'autres nations, dont ces Russes qui avaient approché notre satellite, avec leurs propres engins. Et c'est vrai que ce genre d'annonce a évidemment beaucoup marqué nos esprits, l'opinion publique, et a rendu cette question de la guerre de l'espace, de la militarisation de l'espace encore plus précise. En réalité, quand on lit, je ne suis pas un expert dans le domaine, j'espère ne pas trop me tromper, mais en général se chargera de me rectifier, il semblerait que, moi j'ai vu le chiffre, que 3/4 des satellites ont des fonctions militaires, soit parce qu'ils le sont de fait, ils ont été construits et lancés pour ça, soit ils ont une double fonction, ils sont du haut, civil et militaire, soit ils sont civils, mais comme jadis Spot, eh bien, leurs capacités sont utilisées pour des actions militaires. Donc, il est très difficile comment dire, quand nous nous posons la question, y a-t-il une militarisation de l'espace, il faut mettre plein de bémols et poser plein de précisions, parce que de fait, vous voyez, aujourd'hui, 75% des satellites seraient à usage militaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont agressifs, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des canons laser qui vont tuer les autres, c'est pas ça, mais il y a un usage militaire donc, de la majorité de nos satellites. D'où évidemment le fait que l'on soit très attentif à ce qui se passe autour d'eux. Alors, tout ça, je vous le disais tout à l'heure, n'est pas tellement pour surprendre ceux qui soit sont des acteurs aujourd'hui ou l'ont été, et c'est pour ça que je me suis permis de citer Roger-Marie Bonnet ou André Lebeau, au fond et surtout quelqu'un comme André Lebeau qui avait une bonne connaissance des sciences et des techniques, mais parlant, vous l'avez entendu dire, c'est naturel, ce genre de dualisme, de caractère dual. Nous sommes ici à l'Aéroclub de France. Quand l'Aéroclub a été fondé en 1898, il y avait des ballons. Ils étaient déjà à usage militaire. Vous le savez. Quand l'aviation va naître quelques années plus tard, elle va aussi très rapidement être mise, les militaires vont la mettre à contribution. Nous connaissons tous ici, enfin, si nous avons une carte de membre, j'espère, le célèbre mot de Clément Ader, sera maître du monde qui sera maître du ciel. Et ce mot a été répété, amplifié par de nombreux responsables de l'aviation, des responsables militaires par la suite, et vous en trouvez des tonnes d'exemples, avec rapidement un passage évidemment au spatial. Dès qu'on a pris un peu de hauteur, j'ai trouvé une longue citation, mais qui est intéressante par son erreur. Un général américain qui, un mois et demi après le succès de
soviétique avec le premier Spoutnik, le 4 octobre 1957, répétait le mot de Clément Ader, en quelque sorte. Quiconque est capable de contrôler l'espace aérien est également en mesure d'exercer son contrôle sur les terres et mers situées en dessous. Je pense qu'à l'avenir, dit-il, ceux qui sauront contrôler l'espace sauront également prendre le contrôle de la surface de la Terre. À propos du contrôle des airs et de l'espace, je tiens à souligner, toujours le général, qu'il n'existe aucune séparation en soi entre l'air et l'espace. Ils constituent des champs d'opération indivisibles. Alors, aucune séparation, on sait bien que techniquement c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais ce rapprochement des deux est intéressant. Parce que, et je voudrais, je ne rentrerai pas dans les questions de technique, hein. Vous avez, parmi vous, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi pour expliquer en quoi c'est quand même différent, ces deux mondes. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'abord que l'espace aérien est limité, alors que l'espace est illimité. On sait à peine, il faut se mettre d'abord d'accord où il commence, je parle de l'espace extra-atmosphérique, savoir jusqu'où il va, donc là, la guerre des étoiles, souvenez-vous de cette belle expression, on ne sait pas trop où elle arrête. Ce que je trouve intéressant, c'est tout de même parce que c'est, quand on y réfléchit, peut-être pas évident. L'image que nous avons de l'aviation, c'est évidemment d'abord ces joyeux ou drôles de fous volants, enfin comment c'était, j'ai plus l'expression, ces merveilleux fous volants, je vais le noter, merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, ça c'est les toutes premières années. Et puis rapidement, ça je l'ai appris au musée de l'air et de l'espace au Bourget, hein, le 5 octobre 1914, hein, premier combat aérien, donc gagné par un Français qui s'appelait Joseph Franz, c'est pas mal quand même qu'il a un petit nom germanique sur les bords. Bon, vous connaissez l'histoire, vous allez la voir, et tout de suite, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est entre les Français revenaient d'un bombardement, donc on avait déjà commencé à bombarder depuis les avions, en octobre 14, et les Allemands étaient rentrés d'observation. Donc les deux grandes fonctions, et ben, évidemment, ils ont aussi introduit le premier combat aérien. Donc tout de suite, l'aviation prend un caractère d'affrontement entre les pays. Et vous me direz, et l'espace? Ben oui, parce qu'avec tout ce que vous venez de nous dire, les V2, les missiles interbalistiques et tout le reste, c'est vrai. Et en même temps, il n'y a pas encore eu d'affrontement. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'espace, avec son caractère pourtant fortement militarisé, avec ce glaive qui est l'un de ses géniteurs, parce qu'il a sa naissance officielle, est en pleine guerre froide, et finalement va avoir une autre histoire, très militarisée dans son origine, et pourtant, disent même certains, sous-militarisée dans son devenir. Ou peut-être apportant une dimension particulière à travers l'observation, à travers l'espionnage, avec tout ce que l'espace va permettre de pouvoir s'observer, aller voir un peu ce qui se passe chez les soviétiques en particulier, pour, au moins jusqu'à présent, calmer le jeu. Donc, des différences qui sont, à mon avis, intéressantes à souligner, non pas pour dire que tout est mieux dans le meilleur des mondes, et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le propos du général quant à la réalité présente et puis la suite, mais aussi de pouvoir distinguer les choses, contrairement à ce que disait ce général américain. Il y a effectivement une histoire qui se poursuit depuis les ballons, la bataille de Fleurus, le premier combat aérien, octobre 1914, avec déjà pas mal d'éléments de ce qu'est aujourd'hui l'aviation dans son usage militaire, et puis cet espace qui lui aussi a vraiment les pieds dans ce géniteur qui est le glaive, et en même temps un rôle, et déjà, d'ores et déjà un rôle un peu différent, et donc, espérons-le, une suite qui soit capable de ne pas oublier ce que l'espace a déjà été capable de faire. La guerre est sans doute le péché originel, mais souvenons-nous, c'est sûr, j'écrivais en préparant cette conférence, d'une certaine manière, le verre était déjà dans la pomme, et la pomme paraissait excellente à croquer, donc nous l'avons croqué, cette pomme. Mais pour autant, ce péché originel, un peu comme dans le vieux mythe de la pomme, c'est ce qui permet d'être adulte. Et d'une certaine manière, je crois que ce caractère fortement militaire de l'espace
donne aussi à l'espace aujourd'hui une responsabilité d'adulte à l'égard de ce que nous pouvons apporter, que nous soyons civils ou militaires, mais je dirais de cette communauté spatiale à l'ensemble de la communauté humaine. J'aime bien le discours de John Kennedy le 12 septembre 1962 à Houston, discours que vous connaissez tous, mais qui reste tout à fait d'actualité. Nous posons des voiles sur une nouvelle mer, parce qu'il y a de nouvelles connaissances à acquérir, de nouveaux droits à gagner, et qui doivent être gagnés et être utilisés pour le progrès de tous les peuples. On a encore du travail à faire là-dessus. Car la science de l'espace, comme la science de l'atome, 1960, de même que toute la technologie, ne possède pas de conscience propre, le glaive et la paillasse. Qu'elle soit mise au service du bien ou du mal dépend de l'humanité. Et donc, alors, c'est un président américain, si les États-Unis occupent une position de prééminence, ok, compris, nous pourrons aider à décider si cet océan sera une mer de paix ou un nouveau et terrifiant théâtre de guerre. L'espace est dual, mais ce n'est pas l'espace qui est dual, c'est notre humanité qui est dual. À nous de savoir la gérer. En général, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous, et puis merci Jacques d'avoir inscrit notre soirée sur une trajectoire ascendante, à la fois par le sujet évidemment qui a été abordé, mais aussi par la qualité de la réflexion que vous nous avez proposée. Et finalement, vous avez posé cette question de la guerre comme péché originel de l'espace. Eh bien, maintenant, je vais prolonger cette interrogation par la question qui finalement a donné le titre à notre soirée. Demain, la guerre des étoiles, ou la guerre des étoiles aura-t-elle lieu? Et quand on entend cette expression guerre des étoiles, on pense immédiatement à des affrontements militaires, disons d'une certaine ampleur, dans le milieu exo-atmosphérique. Mais cette expression nous renvoie aussi à d'autres références. Je pense en particulier, en tout premier lieu, à ce fameux discours du président Ronald Reagan en 1983 sur l'initiative de défense stratégique, qu'on a très rapidement appelé dans les médias la guerre des étoiles. Et puis évidemment, je suis certain que chacun d'entre vous a en tête la fameuse saga cinématographique hollywoodienne de George Lucas, Star Wars ou la guerre des étoiles. Et aujourd'hui, Jacques en a parlé, alors que les tensions dans le milieu exo-atmosphérique sont de plus en plus fortes, il faut bien le reconnaître. Personnellement, je songe aussi à une autre référence, une troisième référence, qui est une pièce célèbre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, une guerre qui a été jouée ici même, une pièce qui a été jouée ici même à Paris dans les années 30, alors qu'un second conflit mondial apparaissait de plus en plus inévitable. Et finalement, les sous-jacents de ces trois références ne sont pas si décalés par rapport au titre de cette conférence, Demain la guerre des étoiles, point d'interrogation. En effet, la première référence, celle du discours de Ronald Reagan, elle nous renvoie à cette idée d'une confrontation entre deux grandes puissances stratégiques, en l'occurrence les États-Unis et l'Union soviétique. La deuxième, celle de la Star Wars hollywoodienne, la guerre des étoiles de George Lucas, elle nous renvoie à une vision fantasmagorique de la guerre. Et la troisième, celle de Jean Giraudoux, finalement aussi nous fait penser nous donne le sentiment que les jours de la paix sont peut-être comptés, en tout cas dans le milieu exo-atmosphérique. Et au moment de répondre à cette question, en prendre position sur la guerre des étoiles, oui ou non, pour le futur, ce que l'on constate, c'est que se forment deux camps finalement. Il y en a un qui clairement envisage une paix durable dans le milieu exo-atmosphérique, se fondant d'ailleurs sur un constat très simple qui est celui d'une paix pendant des dizaines et des dizaines d'années dans ce milieu, alors même qu'existent toujours évidemment des milieux, des moyens offensifs. Et puis il y a évidemment le camp
opposer ceux qui estiment au contraire qu'une perspective d'affrontement militaire dans l'espace est inéluctable et qu'il convient de s'y préparer de manière extrêmement volontariste. Alors, sur ces questions, sur ce sujet, je vous propose ce soir une réflexion autour de trois questions gigognes successives. La première question, est-ce que l'espace mérite une guerre ? Et immédiatement la deuxième question, si tel est le cas, cette perspective est-elle crédible ? Et troisième question, si en effet cette perspective est crédible, quelle forme peuvent prendre ces affrontements militaires dans l'espace ? Alors première question, sans attendre, et je dévoile tout de suite mes batteries, l'espace mérite-t-il une guerre, vaut-il une guerre ou au moins une bataille ? Je crois que oui, en effet. Et il y a un premier argument pour cela, c'est que aujourd'hui les infrastructures spatiales ont pris une importance stratégique absolument considérable. Depuis ce matin, vous avez utilisé, sans même vous en rendre compte, la plupart du temps, des données d'origine spatiale. Ça a été le cas, par exemple, si vous avez utilisé la fonction géolocalisation de votre téléphone portable. Et j'ouvre une parenthèse un peu chauvine d'ailleurs à ce sujet. Tous nos téléphones portables ont une petite puce qui permet de se brancher, si j'ose ce terme, sur le système de localisation par satellite le plus performant du moment. C'est soit le GPS américain, soit le Galileo européen, soit le Baidu chinois, soit le GLONASS russe. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le plus performant de ces systèmes, c'est le Galileo européen. Donc, il y a aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde de téléphones portables qui font appel au système européen Galileo de positionnement par satellite, si bien que lorsqu'on présente ce système comme le GPS européen, ce que nous le faisons la plupart du temps, ou lorsqu'on utilise le terme GPS comme nos parents utilisaient le terme frigidaire pour désigner un réfrigérateur, eh bien je pense qu'en tant qu'Européens, on fait véritablement une erreur et on devrait plutôt présenter le GPS comme le Galileo américain. Voilà, donc je referme cette parenthèse un brin chauvine, mais je crois que ça mérite d'être dans nos têtes de Français et d'Européens. Et puis, vous avez aussi utilisé des données d'origine spatiale si vous avez fait quelque chose d'aussi simple que de retirer des billets de banque sur la voie publique. Ces deux cas d'usage nous montrent bien que l'espace fait partie intégrante de ce qu'on appelle la révolution numérique et qu'il est aujourd'hui complètement dans notre quotidien. La donnée d'origine spatiale est de plus en plus présente, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de satellites qui génèrent de plus en plus de données, qui véhiculent de plus en plus de données. C'est l'image du tuyau qu'évoquait tout à l'heure Jacques, qui est une excellente image en effet. Et ces données, aujourd'hui, ont transformé des secteurs entiers de nos économies. Évidemment, on pense aux télécommunications, mais on peut aussi penser au transport, et ça sera encore plus vrai demain avec les véhicules autonomes qui vont fonctionner avec des données d'origine spatiale. Mais il y a beaucoup d'autres domaines, et aujourd'hui il est juste de dire que l'espace est au cœur de bon nombre d'enjeux sociétaux entre sécurité nationale et connaissances scientifiques. Et d'ailleurs, sur ce sujet précis, je rappelle que pour l'évolution du climat, on suit un certain nombre d'indicateurs, donc plus de la moitié sont alimentés par des données exclusivement d'origine spatiale. Et si bien qu'aujourd'hui l'espace a pris une importance considérable, il est aussi au cœur de la mise en œuvre de bon nombre de politiques publiques, la réduction de la fracture numérique, les politiques maritimes et côtières, les télécommunications bien sûr, l'agriculture, on pourrait en citer d'autres. Donc aujourd'hui, véritablement, le domaine spatial est devenu à la fois un vecteur de développement économique, mais aussi un outil utilisé par nos gouvernements pour mettre en œuvre leur politique. Et bien évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer le domaine militaire en l'espèce. Aujourd'hui, il est juste de penser qu'il n'y aurait pas d'opération militaire, disons, d'une envergure significative s'il n'y avait pas de systèmes spatiaux. S'il n'y avait pas de satellite, nous n'aurions pas de capacité de télécommunication à longue élongation, ce qui est absolument nécessaire au fonctionnement de nos marines de guerre, par exemple.
Il n'y aurait pas de drone à longue endurance, il n'y aurait pas de frappe air-sol tout en de précision, il n'y aurait pas de moyen de prévoir la météorologie de manière fiable et précise, et on sait quelle est l'importance de la météorologie dans la planification des opérations militaires. Il n'y aurait pas de moyens de positionnement à la surface de la Terre à la disposition des forces armées. Je pensais GPS, Galileo, enfin tous ces systèmes que j'ai cités tout à l'heure, qui sont à la fois très précis, très fiables, faciles d'accès, très conviviaux. Il n'y aurait pas l'essentiel du renseignement stratégique qui aujourd'hui provient de données spatiales. Il n'y aurait pas les capacités de conduite des opérations militaires performantes que nous connaissons. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Il n'y aurait pas en fait tout ce qui fait la supériorité technique et opérationnelle des armées occidentales sur leurs potentiels adversaires aujourd'hui. Donc l'espace a pris une place tout à fait considérable dans des pans entiers de nos économies, dans nos opérations militaires également, ce qui fait que les infrastructures spatiales, les satellites et aussi tout ce qui va avec, qui permet la mise en œuvre, les segments sol, ces infrastructures spatiales aujourd'hui constituent à la fois des éléments de force pour nos sociétés, mais il faut bien le reconnaître, aussi des éléments de vulnérabilité. Et si on prend une approche stratégique, on peut même considérer que ce sont ce qu'appelait Clausewitz des centres de gravité, c'est-à-dire des lieux de convergence de toutes les puissances. Et à ce titre, évidemment, ces infrastructures constituent des objectifs à frapper pour un adversaire potentiel. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle, de mon point de vue, l'espace mérite une bataille, en tout cas sur le plan purement intellectuel. Et puis il y a une deuxième raison aussi, c'est que l'espace, c'est un potentiel de ressources naturelles, et donc un potentiel de richesse, et l'homme étant ce qu'il est, ceci attise évidemment les convoitises. Alors, prenons le cas de l'hélium 3, par exemple. L'hélium 3 n'est pratiquement pas présent sur Terre, on le trouve à la surface, dans les zones externes du Soleil, puis ensuite il est dispersé dans le système solaire par les vents solaires. Nous, terriens, nous n'avons pas beaucoup de chance parce qu'il est repoussé par l'atmosphère et le champ magnétique terrestre, mais il s'accumule sur la Lune à faible surface, dans le régolithe, parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique. Tant et si bien que, selon les experts, il y aurait sur la Lune 1 million de tonnes d'hélium 3. Et cet hélium 3 présente un double atout. Le premier, c'est qu'il est possiblement utilisable dans un réacteur à fusion nucléaire propre. Aujourd'hui, on envisage la fusion nucléaire avec le deutérium et le tritium, et on peut imaginer une fusion nucléaire avec le deutérium et l'hélium 3, et donc faire l'économie du tritium qui est radioactif. Donc c'est un premier atout. On peut imaginer en effet un réacteur à fusion avec l'hélium 3 parfaitement propre, non radioactif. Deuxième atout aussi, c'est l'extraordinaire pouvoir ou rendement énergétique qu'offre l'hélium 3, car selon les experts, pour une masse donnée d'hélium 3, on pourrait produire une énergie 250 fois supérieure à l'énergie dépensée pour extraire cette même masse d'hélium 3. Bon, ce qui vaut aujourd'hui pour l'hélium 3 vaut aussi pour d'autres ressources encore à découvrir, et le fait qu'il n'existe pas de règles de droit internationales établies, reconnues par tous, s'agissant de l'exploitation, enfin l'extraction d'abord, puis l'exploitation des ressources dans l'espace, ne contribue pas évidemment à dessiner des perspectives apaisées de ce point de vue. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays ont d'ores et déjà pris certaines distances vis-à-vis d'une approche universaliste de l'exploitation des ressources dans l'espace. C'est le cas des États-Unis, par exemple, qui, en 2015, ont pris une loi qui autorise les Américains à extraire, à exploiter, à faire commerce des ressources naturelles disponibles dans l'espace. Et d'autres pays ont rejoint les États-Unis dans cette approche. C'est le cas du Luxembourg en 2017, les Émirats arabes unis en 2020, qui se sont dotés d'une législation analogue. Alors, il y a loin de la coupe aux lèvres, évidemment, l'exploitation industrielle des ressources que l'on pourrait trouver dans l'espace n'est pas encore pour demain,
Mais il est clair que cette perspective entre d'ores et déjà dans les calculs stratégiques d'un certain nombre de pays. Donc, de mon point de vue, pour conclure sur cette première question, ces deux constats, celui de l'importance véritablement stratégique prise par les infrastructures spatiales et le fait que les ressources naturelles que l'on pourrait trouver dans l'espace sont sur le point de le faire, incite en effet à considérer que l'espace mérite bien une guerre. Alors, la deuxième question, c'est évidemment la crédibilité de cette perspective. Est-ce qu'il faut considérer comme crédible cette extension du domaine de la lutte, pour reprendre un titre d'un livre de Michel Houellebecq? Et comme je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, de ce point de vue, les avis divergent. Il y a un premier courant de pensée selon lequel il n'y a aucune raison de penser qu'une paix durable dans l'espace ne peut être pérenne. Et même pour les tenants de cette position, il est même dangereux de penser le contraire, parce qu'il y aurait une espèce de profession autoréalisatrice dans cette démarche. Alors, les partisans de cette position avancent des arguments qui ne sont pas dénués de sens, de fait. En particulier, ils avancent l'existence d'un sentiment d'interdépendance entre les acteurs du domaine spatial, ceux-ci étant convaincus qu'en s'en prenant aux intérêts de l'autre, finalement, ils exposeraient leurs propres intérêts dans l'espace à un risque accru. Effectivement, les dizaines d'années de paix qu'on a pu observer dans l'espace pendant la guerre froide, alors même qu'existaient des tensions très fortes entre les différents protagonistes, alors même qu'existaient aussi des moyens techniques pour s'en prendre physiquement aux systèmes spatiaux des soviétiques ou des américains, avec les systèmes disponibles dans chaque camp, eh bien effectivement, la paix qu'on a pu constater va plutôt dans le sens de ceux qui pensent que un affrontement dans l'espace n'est pas une perspective inéluctable. Alors, je crois que dans cette paix que nous avons pu observer dans l'espace pendant ces dizaines d'années, il y a au cœur de cette retenue un ressort qui est celui du lien très fort qui existait encore plus à cette époque entre la dissuasion nucléaire et le spatial. Car finalement, dans ces années-là, la raison d'être des systèmes spatiaux, lanceurs comme satellites, était la dissuasion nucléaire. Et les satellites des soviétiques ou les satellites des américains avaient pour objet essentiel d'observer les arsenaux stratégiques de l'autre. Et tout ça participait à une forme de transparence, elle-même génératrice de stabilité, et chacun se gardait bien de remettre tout cela en cause, l'équilibre étant assez instable et chacun en étant convaincu. Et c'est ce qui fait que pendant ces années, on a pu observer cette stabilité et cette paix dans l'espace. Mais aujourd'hui, ce mécanisme de tolérance et de retenue dans l'espace s'est transformé. D'abord, on est très loin du huis clos stratégique américano-soviétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs dans l'espace. Les technologies ont évolué aussi, mais il perdure tout de même ce sentiment d'interdépendance, parce que chacun a bien compris qu'en détruisant une plateforme orbitale, par un impact, on produisait des débris, et la création de ces débris, de cette pollution orbitale, augmentait le risque de collision pour toutes les plateformes orbitales, y compris celle de l'agresseur. Et donc se met en place là une forme de mécanisme autorégulateur qui est un frein puissant pour toute action cinétique dans l'espace. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut observer qu'il n'y a que 4 pays qui ont réalisé des tirs de destruction dans l'espace. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde. Et ces pays l'ont fait plutôt dans une logique de démonstration que dans une logique réellement opérationnelle. Puis un autre argument aussi, c'est que les pays, pour les raisons que j'exposais tout à l'heure, ont conscience de la très grande vulnérabilité de leur société, de leurs forces armées à une destruction de systèmes spatiaux. Et donc ceci constitue aussi un mécanisme
d'autodissuasion qui participe d'une certaine stabilité dans l'espace, en tout cas d'une certaine paix. Et puis il y a un deuxième argument qu'avancent les partisans de la paix durable dans l'espace, si j'ose cette expression, c'est celui de l'ambiguïté. Ils suivent en cela l'avis du cardinal de Retz qui nous disait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, dans le milieu exo-atmosphérique, on peut conduire des opérations discrètes, voire clandestines, très difficilement attribuables, sous réserve qu'elles ne dépassent pas un certain niveau d'ampleur. Et les acteurs spatiaux militaires, selon les partisans de la paix durable dans l'espace, auraient bien compris l'intérêt d'en rester là, et de ne pas hypothéquer cette opportunité en forme d'impunité au profit d'un mode plus traditionnel d'action militaire qui est celui auquel nous renvoie l'expression guerre des étoiles. Alors, il faut bien reconnaître quand même que cette vision optimiste de la conflictualité dans l'espace se heurte à des réalités qui ont leur part d'ombre. On observe depuis une quinzaine d'années environ des opérations militaires dans l'espace qui laissent peu de doute sur leur finalité réelle. Ce sont les Chinois qui ont ouvert le bal en 2007, si j'ose dire, en détruisant un de leurs propres satellites avec un missile intercepteur tiré depuis le sol, polluant généreusement au passage les orbites basses, qui sont toujours polluées par ce tir de 2007. Et puis derrière cette démonstration de force, il y a eu la mise en place d'une communication publique assez musclée des autorités militaires chinoises, avec notamment un chef d'état-major de l'armée de l'air indiquant à l'époque que pour lui, une confrontation militaire dans l'espace était inévitable et qu'il était impératif, je cite, pour son pays de développer des systèmes spatiaux défensifs, mais également offensifs. Et effectivement, c'est bien ce que l'on observe en Chine aujourd'hui. De tels systèmes ont été développés et sont déployés. Alors cette démonstration de force chinoise n'allait pas rester sans réponse de la part des Américains. Et effectivement, quelques mois plus tard, en 2008, ceux-ci ont répondu en détruisant eux aussi un de leurs propres satellites avec un missile intercepteur tiré depuis une frégate. Et de la même manière, Washington a ensuite communiqué très fermement sur le sujet en indiquant qu'il n'excluait pas une perspective de confrontation militaire dans l'espace sur la base de la légitime défense. Et plus récemment, Jacques l'a évoqué, le président Trump a créé la Space Force, une sorte d'armée de l'air, enfin d'armée de l'espace, au niveau de l'armée de l'air, au niveau de l'armée de terre, au niveau de la marine, au niveau du corps des Marines, une Space Force dont l'objet, je cite le président Trump, est d'asseoir la domination américaine dans l'espace, rien de moins que cela. Alors évidemment, tous ces développements n'allaient pas laisser nos amis russes sur le bord du chemin, et eux aussi se sont engagés dans un certain nombre d'actions militaires dans l'espace. Pour n'évoquer que ce qui a été rendu public, et notamment par Florence Parly, la ministre des Armées, dans plusieurs de ses discours qui ont été évoqués tout à l'heure, les Russes se livrent à des actions qu'on qualifie en France d'inamicales. D'ailleurs, au passage, on voit bien qu'on a une difficulté à qualifier les opérations dans l'espace. On a du mal d'ailleurs il n'y a pas de définition, à distinguer une action hostile d'une action inamicale, voire d'une action tout simplement dangereuse. Donc les Russes utilisent ce fameux satellite que Jacques a évoqué, qui s'appelle Loucholin, qui est un satellite qu'on appelle butineur, parce que de la même manière qu'un insecte qui va aller prélever du pollen dans une fleur, ce satellite sur l'arc géostationnaire se déplace, s'approche d'autres satellites et fait son marché en données, en captage de données. Et puis les Russes, vous en souvenez aussi, j'en suis sûr, à la fin de l'année dernière, ont aussi détruit un de leurs propres satellites avec un missile intercepteur, polluant là aussi au passage les orbites basses. Et les Indiens ont fait de même en 2019, en pleine campagne électorale, ce qui est assez intéressant parce que cela nous démontre bien que ces démonstrations de force capacitaire
ont à la fois une portée internationale qui vise pour un pays à asseoir sa stature d'acteur spatial réellement performant, mais aussi permettent à des gouvernements d'emporter des gains sur un échiquier de politique intérieure. Alors tout cela, évidemment, a conduit les alliés de l'OTAN à la fin de l'année 2019, lors du sommet de l'OTAN de Londres, à reconnaître le milieu exo-atmosphérique comme un milieu opérationnel militaire à part entière, comme le milieu terrestre, le milieu aérien, le milieu maritime et le milieu cybernétique. D'ailleurs, cette évolution n'est pas tout à fait surprenante parce que finalement, dans l'histoire militaire, l'homme ne s'est jamais privé d'un outil de combat à sa disposition. Il y a eu de nombreuses initiatives valeureuses pour entraver cette dynamique qu'on peut considérer comme néfaste. Mais toutes, de l'interdiction de l'arbalète au bombardement aérien, se sont soldées par des échecs. Et je crois qu'il faut beaucoup d'optimisme, voire d'angélisme, pour croire que l'espace puisse faire exception. Alors ceci nous amène directement à la troisième question que je vous proposais ce soir, puisque l'espace vaut bien une guerre, puisque cette perspective d'affrontement dans l'espace est crédible. Quelle forme peut prendre ces affrontements? Je crois que lorsqu'on envisage ces affrontements militaires dans l'espace, il faut avoir à l'esprit 4 constats. Le premier constat a trait au milieu exo-atmosphérique lui-même, qui à bien des égards est très différent du milieu aérien. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est une erreur fondamentale d'imaginer, parce que l'évolution dans la troisième dimension est possible dans ces deux milieux, que des affrontements, des modes d'action militaire peuvent être de même nature. D'abord, ces deux milieux sont très différents par leurs caractéristiques physiques, la température, la composition chimique, les conditions dans lesquelles s'exerce la gravité, le champ magnétique, les conditions de propagation des ondes. Tout cela, ce sont des points de divergence, des points de différence absolument fondamentaux entre ces deux milieux. Mais du point de vue militaire, en tout cas du point de vue des modes d'action militaire, ce qui est sans doute le plus discriminant, c'est tout simplement le fait que dans son mouvement, un objet qui passe du milieu aérien au milieu spatial, et comme l'a dit Jacques, il n'y a pas de définition, de limite claire entre ces deux milieux, donc cet objet va passer dans son mouvement d'une logique newtonienne à une logique keplérienne. Et cela, c'est fondamentalement différent, parce qu'un satellite ne vole pas. Il tourne autour de la Terre dans un mouvement qui s'apparente à une chute perpétuelle en réalité. Et pour un satellite, il est extrêmement consommateur d'énergie de changer de plan d'orbite et rejoindre un autre satellite dans un plan donné est possible lorsqu'on connaît ce plan lors du tir, lors du lancement, mais est beaucoup plus difficile à réaliser lorsque le satellite est déjà en orbite. Donc on a des plateformes orbitales qui sont infiniment moins manœuvrantes et infiniment moins souples d'emploi que des aéronefs. Je crois qu'il faut véritablement avoir cela à l'esprit, se garder d'imaginer ces combats à la George Lucas, à Star Wars pour le coup, de vaisseaux spatiaux tournoyant les uns autour des autres à la manière d'avions de combat. Ceci est une vision totalement décalée par rapport à la réalité. Deuxième constat, celui d'une extrême sélectivité de l'accès à l'espace. Le ticket d'entrée est extrêmement cher et aujourd'hui, ceci explique qu'il y a à peu près 2% des pays seulement qui peuvent être considérés comme des puissances spatiales véritables, c'est-à-dire des pays qui ont doté leur politique de défense d'un volet spatial que je qualifierais de cohérent, avec des capacités de surveillance de l'espace, des capacités autonomes de lancement, et puis des capacités à conduire une palette relativement large de services satellitaires, incluant l'action dans l'espace. Et ces quelques pays, sont, du point de vue stratégique, dans une position très privilégiée. Ils ont un véritable ascendant sur les autres, et c'est une position que l'histoire a offert en de très rares occasions. Le troisième constat est celui du déport systématique de la présence humaine par rapport aux actions dans l'espace.
Ce sont des plateformes orbitales inhabitées qui produisent des effets sur la Terre ou qui produisent des effets sur d'autres plateformes orbitales. Et la conséquence de cela, c'est que les opérations militaires dans l'espace ne produisent pas de victimes humaines, au moins de manière directe. Et le quatrième constat, c'est celui déjà évoqué d'une conscience partagée des différents acteurs du domaine spatial et militaire, que la destruction physique d'une plateforme orbitale crée des débris qui donc créent un danger pour toutes les plateformes orbitales, y compris celle de l'agresseur, ce qui est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, un mécanisme autorégulateur extrêmement puissant. Alors ceci étant dit, on voit bien que les affrontements militaires dans l'espace n'auront pas une forme très destructrice sur le plan physique, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être décisifs sur le plan militaire. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, on s'en prend à la donnée numérique, qui est le carburant et le produit de toute activité spatiale. On assiste à des cyberattaques qui visent des systèmes spatiaux pour les écouter, pour interrompre leur service, momentanément ou pas, ou à des fins de sabotage, de systèmes eux-mêmes gérés par des systèmes spatiaux. Je pense à certains systèmes industriels. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé au début de l'invasion russe en Ukraine, au mois de février, lorsque un système d'accès par Internet, d'accès à Internet par satellite, a fait l'objet d'une attaque cyber russe qui a mis hors service des dizaines de milliers de terminaux d'accès à Internet, dont un peu moins de 10 000 en France, et qui ont aussi littéralement débranché des systèmes industriels. Il y a aujourd'hui un réseau de plusieurs milliers d'éoliennes en Allemagne qui ne peut plus être téléopéré et qui est livré à lui-même. Et ces dégâts vont être très longs à remédier. Alors à côté de ces cyberattaques, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il y a ce qui a été évoqué déjà, c'est-à-dire des captations de données par des satellites butineurs. Il y a aussi des pays qui développent, voire déploient des brouilleurs de très forte puissance qui sont capables d'isoler les satellites de leur station sol, donc de les rendre totalement inutiles finalement, puisqu'ils ne peuvent pas être commandés et ils ne peuvent pas livrer leurs données. Et puis il y a aussi des systèmes plus agressifs qui sont aussi envisagés, voire déjà opérationnels. Ce sont par exemple des lasers de puissance qui peuvent aveugler certaines parties d'un satellite ou détériorer d'autres parties. Et ce qui est très intéressant aussi, que l'on observe aujourd'hui, ce sont le développement et même la mise en œuvre de satellites capables d'interagir sur d'autres satellites. Et ça, on voit bien que c'est un portage dual absolument évident, puisqu'on peut interagir sur un satellite pour le ravitailler, pour le réparer, bref, pour le maintenir en conditions opérationnelles, mais aussi on peut intervenir sur un satellite pour des raisons beaucoup plus offensives. Donc, ces systèmes peuvent être développés, puisqu'ils sont du haut, avec les meilleures intentions du monde, en tout cas telles qu'elles peuvent être affichées, mais ces systèmes représentent un véritable potentiel d'agression dans l'espace. Et à cet égard, une opération qu'on a pu observer au mois de janvier dernier en orbite géostationnaire est assez éclairante. On a vu un satellite chinois s'approcher d'un autre satellite chinois qui était en panne sur l'orbite géostationnaire, l'agripper avec un bras articulé, l'emmener à plusieurs milliers de kilomètres, et puis ensuite revenir se positionner sur l'orbite géostationnaire. Alors c'est une opération qui a été présentée comme vertueuse évidemment par Pékin, et de fait, on ne peut pas tout à fait contester cette manière de présenter les choses, puisqu'il y avait un satellite en panne qui présentait un risque de fragmentation en orbite géostationnaire, et le fait de déplacer ce danger potentiel est plutôt une bonne chose. Mais en l'occurrence, la Chine a bien démontré qu'elle maîtrisait parfaitement toutes les techniques d'agression dans l'espace au moyen d'un satellite un peu spécialisé, il est vrai. Parce que finalement, ce sont les mêmes technologies, les mêmes équipements, les mêmes savoir-faire, les mêmes procédures opérationnelles qui permettent d'aller ravitailler un satellite, de le réparer, ou bien au contraire,
de le désorbiter de manière agressive ou d'en détériorer certaines parties. Voilà, j'en arrive à la fin de mon propos et il est pour moi le temps de conclure. Et j'en reviens à la question qui nous était posée, la guerre des étoiles aura-t-elle lieu? Je crois qu'il serait extrêmement imprudent de répondre de manière très ferme à cette question. Je pense qu'il serait tout aussi imprudent de ne pas se préparer à la perspective d'une guerre dans le milieu exo-atmosphérique. Et à cet égard, je crois qu'il y a une priorité qui est celle de la résilience de nos systèmes spatiaux. Et cette résilience, on peut la renforcer au travers évidemment de mesures robustes de protection passive de nos satellites, vis-à-vis du brouillage en particulier, vis-à-vis de certains types de rayonnement. Et puis il y a aussi un deuxième axe qui va renforcer la résilience de nos systèmes, c'est la redondance. Et cette redondance, elle peut être obtenue au travers d'accords internationaux ou au travers d'accords entre des acteurs civils et des acteurs militaires. Et tout ça, finalement, peut contribuer à renforcer la résilience de nos systèmes et à convaincre un adversaire potentiel que ce système est tellement robuste que s'en prendre à lui sera extrêmement cher si on veut véritablement dégrader ses capacités. C'est une forme de dissuasion, finalement, par le déni. Mais je crois qu'il y a une autre forme de dissuasion aussi qu'il faut envisager, c'est celle de la dissuasion par le châtiment, c'est-à-dire aussi développer des capacités de rétorsion crédibles en cas d'agression, et ceci jouera aussi, je pense, en faveur de la paix dans l'espace. Eh bien, ces deux voies, celle de la résilience, celle de la dissuasion, ce sont les deux voies qui sont empruntées par la stratégie spatiale de défense que notre pays a adoptée en 2019, dans laquelle la France affirme sa volonté de défendre ses intérêts dans l'espace, y compris de manière active. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'écosystème spatial français, à la fois dans son volet civil, incarné par le CNES notamment, mais aussi par l'industrie, et le volet militaire, eh bien, ces deux volets sont pleinement engagés dans cette mise en œuvre de cette stratégie militaire de l'espace. Je vous remercie. Que nous sommes confrontés par la force des choses d'envisager une nouvelle guerre froide. Mais comment s'assurer, en l'acceptant en tant que guerre, qu'elle reste froide? Comme la première guerre froide, le resta et fut gagné par les Américains. Votre question, d'abord, elle prend une forme de prise de position dans un premier temps et se termine par une question qui est très, très difficile. Je crois que j'ai essayé d'y répondre dans ma conclusion. Il me semble qu'il y a deux axes qui permettent de maintenir un statu quo. C'est celui de la résilience, donc c'est ce que j'ai nommé la dissuasion par l'interdiction, et puis celui de la dissuasion par le châtiment. Cette forme de dissuasion peut, à mon avis, contribuer non pas à convaincre l'adversaire de ne pas avoir de vue belliqueuse, mais en tout cas de ne pas passer à l'acte. Ce que je voudrais dire en revanche, parce que dans votre intervention vous avez beaucoup évoqué le droit, c'est que, et vous avez stigmatisé un peu la Chine, beaucoup même, mais sur le plan du droit, il faut dire que le droit dans l'espace est même pas dans son adolescence, il est dans son enfance. Il y a fort peu de choses finalement qui régulent les activités spatiales. Alors il y a le fameux traité de l'espace de 1967, la plupart des acteurs spatiaux l'ont admis, l'ont ratifié, mais il y a d'autres accords qui n'ont pas été ratifiés, par exemple le traité sur la Lune. J'évoquais tout à l'heure l'exploitation des Globe 3, mais ce traité, par exemple, n'a jamais été ratifié par toutes les grandes puissances spatiales. Les États-Unis, la Chine, la France également n'a pas ratifié ce traité qui, justement, est en contradiction flagrante avec l'approche nationale de l'exploitation des ressources dans l'espace. Donc on a beaucoup de travail collectif à faire, toutes les nations ensemble, pas que la Chine, pour établir des règles de droit s'agissant des opérations spatiales.
Et force est de constater que depuis des dizaines d'années, on s'évertue à progresser sur ce point et les avancées sont extrêmement mineures. Et ça ne tient pas seulement à la Chine. Merci beaucoup tous les deux pour vos interventions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez sur le modèle américain X-47 qui tourne pendant 2 ou 3 ans, qui se pose puis repart? Et la deuxième chose, qu'en est-il aussi de ces moteurs atomiques dont on parle et qui permettraient de circonvaler, enfin de tourner autour de la Terre infiniment? Bon, j'ai essayé de me défoncer. Bon, ce n'est pas le X-47, je pense, auquel vous faites référence, mais au X-37B, qui est un avion spatial militaire américain, c'est bien ça? Oui, donc c'est une petite navette spatiale, en fait, mais c'est une navette américaine militaire. Elle est opérée par l'US Air Force, et ça a son importance pour des missions qui restent mystérieuses, il faut bien dire les choses. C'est un engin qui a des capacités très intéressantes, des capacités d'évolution en orbite. J'évoquais tout à l'heure la difficulté d'une plateforme orbitale pour changer d'orbite. C'est un engin qui apparemment a des capacités pour changer d'orbite qui sont assez importantes. C'est un engin qui a une soute, c'est un engin qui a un bras articulé, donc il peut se saisir d'autres plateformes orbitales, il peut libérer aussi des plateformes orbitales. Et puis il peut aussi, je pense, j'en suis de plus en plus persuadé, mais ça c'est un avis personnel, délivrer de l'armement orienté vers la Terre. Et donc là on a presque un système, vous savez, on appelle ça un système orbital fractionné, donc c'est ce qu'ont essayé l'année dernière les Chinois. Donc la mise en orbite d'armement, alors pas de destruction massive puisque c'est interdit selon les termes du traité de 1967, que j'évoquais à l'instant, mais des armements conventionnels, un missile hypersonique par exemple tiré depuis une orbite, c'est un truc qui est quasiment imparable. Donc cet engin, il y en a 4 en tout, il vole pendant, enfin il vole, des guillemets, moi-même je tombe dans le piège, mais il tourne autour de la Terre pendant des années, et le record pour l'instant c'est un peu plus de 750 jours. Il y en a un en ce moment en orbite, on verra combien de temps il fait, mais c'est un engin qui est vraiment très intéressant sur le plan militaire, mais qui reste encore mystérieux dans ses missions. Il tourne en orbite basse en tous les cas. Sur la propulsion atomique, en revanche, je ne suis pas spécialiste et j'aurais beaucoup de mal à vous répondre des choses intelligentes. Tout ce que je peux dire, c'est que, effectivement, il y a des perspectives qui semblent extrêmement intéressantes. Mais je préfère m'arrêter là pour ne pas dire de bêtises. Désolé. Je peux rajouter une question. Dans le prolongement de points que vous évoquiez dans votre présentation, on peut percevoir un paradoxe au niveau spatial entre la puissance des systèmes spatiaux et leur grande vulnérabilité, c'est-à-dire la destruction. Il y a même des destructions, notamment celle de 2007 que vous évoquiez, qui polluent encore et qui va le faire durablement. Par des débris spatiaux, certaines orbites. On avait une conférence sur les débris spatiaux il y a quelques années. Effectivement, c'est une vraie question. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que seules les puissances qui ont un accès à l'espace aujourd'hui seraient en mesure de faire cette destruction qui polluerait potentiellement des orbites. Donc, la conséquence que le terrorisme en tant que tel ne serait pas accessible dans l'espace, que ce serait que des grandes puissances. Donc pensez-vous qu'il peut exister à terme une menace que une puissance qui ne soit pas une puissance majeure, responsable et consciente de ce risque à long terme de détruire finalement pour des longues durées l'espace proche de l'espace, de la Terre, pensez-vous qu'il y a un risque à terme de terrorisme, c'est-à-dire vraiment d'organismes qui ne soient pas des puissances spatiales et qui puissent avoir cette capacité de destruction de satellites proches de la Terre. Un peu comme on parle aujourd'hui de New Space, qui est de plus en plus accessible
Donc si on veut faire un parallèle, est-ce que vous percevez cette menace à terme de terrorisme spatial? Non, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y avait un ticket d'entrée quand même qui était très important pour faire des opérations spatiales. J'ai essayé aussi en tout cas c'est ma conviction, je pense que les opérations militaires dans l'espace, avec des acteurs responsables, évidemment, elles seront le moins destructrices possible, donc ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas décisives, elles sont à base de cyberattaques, à base de désorbitation, à base d'aveuglement, etc. Et pas de destruction par impact. En revanche, ce que je n'exclus pas, c'est un acteur étatique qui disposerait d'un certain savoir-faire dans le domaine spatial et qui en même temps disposerait de peu ou de pas d'infrastructures dans l'espace. Il y a un acteur, de ce point de vue-là, qui immédiatement vient à l'esprit, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord aurait la possibilité d'annuler beaucoup de gains stratégiques de compétiteurs potentiels en ne perdant pas grand-chose de son côté, en détruisant des orbites. Et je pense que si on voit des développements en ce sens en Corée du Nord, on a toute raison d'être extrêmement inquiet. Merci pour ces exposés. Si je ne me trompe pas, le CNES a engagé et continue à poursuivre une réflexion de prospective sur les développements civils de l'espace. Comment les approches que vous nous avez présentées au plan militaire et les perspectives de développement de l'utilisation et de l'exploitation de l'espace s'articulent-elles? Comment le CNES intègre les opportunités, mais finalement beaucoup les risques aussi de conflits spatiaux, quelle qu'en soit la forme. Merci. Oui, je vous remercie pour cette question, parce que c'est vrai que dans ma mission, et j'ai donc l'occasion d'accompagner à la réflexion de prospective, et c'est vrai que jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, c'est une dimension que nous avons peu intégrée. Alors sans doute il y a aussi des raisons d'évolution de domaine de compétences, et qu'aujourd'hui la dimension militaire de l'espace n'est pas représentée uniquement par le conseiller militaire du président, et que l'évolution du paysage fait que cette dimension, comme l'a très bien dit le général, dans les acteurs nationaux, il y a le CNES, mais l'armée de l'air et de l'espace prend une place importante, et que l'aspect prospectif intègre peut-être pas assez, mais votre suggestion est excellente, et il faudrait que nous y soyons plus attentifs dans la nation. Mais je témoigne que, puisque Catherine le rappelait, quand je suis arrivé au CNES il y a une bonne vingtaine d'années, la dimension militaire était évidemment présente dans l'activité de mes nouveaux collègues, mais on en parlait relativement peu à l'extérieur, et que c'est une chose qui, même en interne, est aujourd'hui devenue une composante, alors que l'on partage avec l'armée de l'air et de l'espace, mais une composante qui était peut-être un peu, un peu de côté, je ne sais pas si je me trompe, et que ce n'est que depuis quelques années que quand je dis nous, donc que le CNES considère que l'une de ses missions relève de la défense. Et donc maintenant, dans la prospective, votre remarque est excellente, et voilà une chose qu'il faut que l'on se prenne plus au sérieux, avec en même temps des acteurs qui aujourd'hui sont très présents, qui sont les militaires, y compris au niveau de la loi. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, le droit français est en train d'évoluer parce que les militaires deviennent des acteurs de fait, et que eux aussi d'ailleurs ont leurs responsabilités, ce qui était, je ne dis pas moins le cas auparavant, mais moins le cas du point de vue de la loi. Donc aussi une évolution. Oui, bonsoir, merci d'avoir deux. J'ai deux questions relativement séparées. La première, c'est un petit peu un commentaire sur le fait que ces frontières entre le spatial, le terrestre, l'aviation, effectivement, sont très très floues. Et en plus, les frontières entre les différentes guerres cyber, économiques, de communication
et de politique sont aussi totalement perméables maintenant. Et donc, par exemple, on voit avec les missiles hypersoniques qui vont à Mach 20, effectivement, est-ce qu'on a tout ça dans la guerre spatiale ou est-ce que c'est la guerre simplement d'aviation un peu plus sophistiquée? Donc ça, cette frontière-là, c'est vraiment quelque chose qui est... aujourd'hui, on ne peut plus séparer l'espace du terrestre, comme le disait Jacques, mais c'est vraiment de plus en plus difficile. Ma question, c'est l'espace comme facteur de paix. Effectivement, on a souligné l'interdépendance entre les pays. Donc cet aspect compétition contre coopération, avec nécessité de coopérer à un moment, pour l'espace comme bien commun, finalement, et la source extraterrestre aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les chercheurs du CNES, par exemple, les politiques, l'ONU ou d'autres instances aillent vers une sorte de développement d'esprit de coopération plutôt que d'esprit de compétition, au-delà de la loi de 87 qui est un plein de trous finalement. Et donc les traités internationaux aujourd'hui sont totalement insuffisants et tout le monde peut les bafouer. Donc qu'est-ce que vous auriez comme idée pour, du point de vue éthique, aller au-delà de la politique actuelle aujourd'hui de compétition et développer l'esprit de coopération, l'espace pouvant être vraiment un facteur de paix parce que c'est un nouvel Eldorado. Dans le micro après, mais en vous écoutant, j'entends aussi ce que vous disiez précédemment sur ne pas verser dans l'angélisme et en même temps aussi prendre conscience de ce qui a été fait, de ce dont nous sommes héritiers. Je pense que nos réflexions autour de l'espace aujourd'hui font partie d'une réflexion beaucoup plus large autour de ce qu'on appelle les communs. Nous découvrons que nous partageons des biens communs, qui ne sont pas pour autant des patrimoines, malheureusement, parce que certains veulent les accaparer, et que ça, c'est un enjeu par rapport à l'eau, par rapport à l'air, et l'espace est un exemple qui est presque trop énorme, parce que la question des frontières, on voit à peu près encore quand on est dans l'aérien, on voit quand on est dans l'espace, et entre les deux, c'est vague, mais en revanche, quand on est dans l'espace, c'est vraiment l'idée qui semble avoir vraiment frappé les premiers législateurs, l'idée que nous sommes dans un milieu où ce que nous faisons concerne tout le monde. Et quand je dis nous faisons, je dis exprès, c'est-à-dire que nous devons, quand nous parlons d'espace, nous parlons à la fois d'un lieu, donc avec des frontières extrêmement floues, des frontières inférieures déjà qui sont floues, et au-delà, alors évidemment, il n'y a même plus de frontières, mais c'est aussi un ensemble d'activités humaines. Donc l'espace, c'est aussi ce que nous faisons et ce que nous en faisons. Et quand le nous est à la fois, alors quelques acteurs, c'est ce que vous rappelez quand même, parce qu'il faut, le ticket d'entrée, je l'avais répété, est extrêmement cher, mais les conséquences nous concernent tous. Et ça, le comprendre, l'intégrer, c'est pas si simple, parce que finalement, c'est une découverte relativement récente pour notre humanité, de dire nous. Nous évoquions le droit de l'espace. C'est sans doute le premier droit qui crée le statut d'envoyé de l'humanité. C'est le statut des astronautes. L'humanité qui considère que voilà, l'humanité envoie des êtres humains. On ne sait pas à qui, mais ce sont des envoyés. Donc, ce sont vraiment une expérience qui est nouvelle et que nous devons intégrer. Et c'est pas simple. Nous voyons bien déjà sur Terre. Considérer que l'air, que l'eau est un bien commun, parce que tout est lié, hein, donc l'espace est encore plus compliqué, et nous devons l'intégrer par là. Alors, vous avez raison, et ça a été dit à plusieurs reprises, le droit spatial, c'est bien, il y a encore des choses à faire, mais ne le méprisons pas pour autant. Je ne dis pas que nous le méprisons. Les principes qui ont été posés, et qui sont à la base de ce droit, alors, 1967, mais les premiers éléments du droit, c'est 10 ans auparavant, à travers les Nations Unies. Alors je sais bien, il y a plein de critiques à poser par rapport aux Nations Unies, par rapport à ce genre de choses, mais c'est aussi l'occasion de poser des principes. Les principes de non-appropriation, vous avez exprimé aussi le fait d'un usage pacifique, le fait d'un libre accès, tout ça, ce sont des choses
qui sont loin d'être simples à intégrer dans l'activité quotidienne du spatial, et pour nous terriens qui avons tellement l'habitude de gérer notre petit précaré, notre propriété privée, nos territoires, l'espace aérien national. Enfin, je me souviens qu'un jour, d'une intervention à Salon de Provence, où j'avais dit, mais c'est sacré. Enfin, je pense que j'avais devant moi des jeunes, des futurs officiers. Bon, et voilà, c'est sacré. Mais je me dis, ce qui est sacré doit être transgressé. Après, le général de l'époque m'avait dit, mais attendez, il ne faut pas dire des choses pareilles. Bon, mais je comprends très bien que nous avons l'habitude, depuis des millénaires, de gérer des espaces qui sont les nôtres, qu'on ne traverse pas, il y a des frontières, des gardes-frontières, enfin, avant c'était la Lune, dans l'espace on n'allait pas au-delà de la Lune. Tout ça c'est tellement nouveau pour nous, alors ça ne veut pas dire, vous avez raison, enfin, ni qu'il faut baisser les bras, ni qu'il faut être non plus dans l'angélisme, ça se construit. Et je crois que vous disiez, ça se construit avec à la fois des positions fermes, enfin c'était un peu votre conclusion, du moment où il faut, attention, des limites à ne pas franchir au niveau politique. Ça se construit avec la résilience, vous avez parlé. Ça se construit avec des idées de durabilité, des mots qui sont très nouveaux dans notre manière humaine de penser. Ça se construit aussi, et j'y pensais en vous écoutant, le fait dans le qu'est-ce que nous savons aujourd'hui. Et je pensais à, vous savez, ce mot de Chirac, un des grandes conférences de la Terre, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Donc en sortant ce soir, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, non, parce que vous avez expliqué, voilà, les trois questions qu'il nous a posées, le réalisme, qui moi semble être le vôtre, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Après, comment s'y préparer, ça c'est un travail quotidien. Oui, je vais être très très court parce que tout a été dit, mais je crois que nécessité fait loi quand même. Et l'aventure spatiale est à l'échelle de l'humanité est à peine de naître. On a quelques dizaines d'années d'expérience. Et les choses se mettent en place à leur rythme, et ce rythme va s'accélérer parce que pendant longtemps, effectivement, il y a une espèce de glaciation stratégique qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y avait un huis clos américano-soviétique, il y avait une compétition stratégique entre ces deux pays. En dehors de ça, il ne se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup d'autres acteurs spatiaux. Et les activités spatiales étaient pour l'essentiel soit scientifiques, soit militaires, mais conduites par ces deux puissances. Aujourd'hui, on voit bien que cela est dans un mouvement d'expansion absolument considérable. Et il y a plein de questions qui se posent. Il y en a une qu'on n'a pas évoquée, mais qui prend une acuité particulière aujourd'hui, c'est celle du trafic dans l'espace. Et ça, forcément, on va collectivement mettre en place des règles admises par tous, parce qu'il n'y a pas le choix. Et on a un précédent, c'est celui de l'aviation dans ce domaine. La première ligne aérienne, c'est 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Il n'y a rien. Il y a des gens qui emmènent des passagers en dehors de toute réglementation d'un point A à un point B. Et puis petit à petit, les réalités s'imposent, le trafic se développant, eh bien, on met en place un corpus de règles de circulation aérienne, une organisation internationale, qui est l'organisation civile internationale. Et aujourd'hui, on a tout un tas de dispositions qui permettent de partager l'espace aérien dans une logique de sécurité. Et je pense qu'on va, j'espère en tout cas, on va réussir à faire cela pour le domaine spatial. Et puis sur ce que vous évoquez sur la guerre, effectivement, maintenant dans tous les domaines, tout cela se décloisonne, c'est ce qu'on appelle le combat multimilieu, et effectivement c'est bien vers cela que l'on va. Sur les engins hypersoniques, je veux juste dire qu'il y en a de deux types. Il y a des missiles à propulsion aérobie qui sont hypersoniques, c'est-à-dire qu'ils vont à plus de Mach 5. Ces missiles, ils restent dans l'atmosphère, donc on est clairement dans le milieu aérien, ils restent. Puis il y a les autres qui sont des engins qui ont une trajectoire balistique, donc ce sont des planeurs hypersoniques qui sont mis sur trajectoire par une fusée ou un lanceur, puis ensuite qui planent à des vitesses supérieures à Mach 5 pour avoir droit à cette appellation hypersonique jusqu'à leur cible. Et là, effectivement, on est dans une zone qui est un peu grise, parce que la plupart du temps, ces engins évoluent dans un régime qu'on qualifie de suborbital, et sont entre la haute atmosphère
partie basse de l'espace, même si on ne sait pas dire où cet espace commence. C'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, au passage, je termine là-dessus, on voit bien la difficulté à laquelle vont être confrontés les pays qui ont fait une cloison entre les commandements militaires chargés de l'espace et ceux chargés de l'espace aérien. Parce que ces engins vont faire des passages, un coup dans l'espace aérien, un coup dans l'espace exo-atmosphérique. Et je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont devoir coordonner tout cela s'ils sont séparés. Bonsoir, merci pour le partage de vos idées. Ma question est simple. Comment peut-on dissuader dans l'espace? Donc une devise bien connue affirme Durer pour vaincre. J'aimerais que vous nous apportiez votre éclairage sur 3 points. Le premier, c'est la propulsion pour aller voir ce qui s'y passe. La deuxième, c'est l'énergie pour pouvoir agir. Et comme il n'y a pas d'énergie dans l'espace, il faut l'emmener. Et donc, comment l'emmener avec la meilleure efficacité ou la meilleure efficience. Et puis finalement, le dernier point, c'est le comment, c'est-à-dire plutôt la quantité ou plutôt la qualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un satellite gendarme derrière chaque autre satellite potentiellement suspect. Donc comment fait-on, et la qualité, c'est comment inventer finalement l'arme de dissuasion. Je ne vais pas dire la bombe atomique, ce serait provocateur, mais comment inventer l'arme de dissuasion pour le domaine spatial. Quelques instants seulement pour répondre à cette difficile question. C'est ce que j'ai tenté de dire dans ma conclusion. Je n'ai pas dû être très très clair, mais je crois qu'il y a sur la dissuasion par le déni, par l'interdiction. Donc travailler pour renforcer la robustesse des systèmes, donc la protection physique passive des plateformes vis-à-vis des agressions qu'elles peuvent subir, mais aussi aller plus loin en décloisonnant, c'est ce qui a été évoqué, le monde militaire et le monde spatial et le monde civil dans le domaine spatial, et c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire passer des accords entre civils et militaires pour que les capacités civiles puissent servir aux militaires si c'est nécessaire, et réciproquement. J'ouvre une parenthèse sur ce sujet parce qu'on en a une illustration aujourd'hui en Ukraine. Vous avez vu que Elon Musk a répondu à une demande du vice-premier ministre ukrainien et a déployé très rapidement les services de sa constellation Starlink en Ukraine et a envoyé en Ukraine des terminaux pour faire fonctionner, pour bénéficier des services de cette constellation. Et aujourd'hui, l'armée ukrainienne utilise Starlink, un système civil, pour des opérations militaires. Donc ça participe aussi au renforcement des infrastructures spatiales au service des opérations militaires, puisqu'on augmente considérablement la résilience en bénéficiant d'un nombre bien plus important de plateformes orbitales. Et puis ce qui vaut pour le domaine civil et le domaine militaire vaut aussi à l'international, avec des accords entre les différents pays, entre militaires, mais aussi entre militaires et civils de différents pays, pour justement avoir un système qui soit le plus redondant possible. Donc ça, c'est une première forme de dissuasion. La dissuasion permet de convaincre un potentiel agresseur lorsqu'il fait son calcul de gain, avant de passer à l'action, que finalement, il a en face de lui un système qui est extrêmement robuste et que ça va lui coûter très cher s'il veut dégrader significativement les capacités de ce système. Deuxième axe de la dissuasion par le châtiment, développer des capacités de rétorsion crédibles qui vont persuader ce même agresseur potentiel que s'il passe à l'action, en effet, s'expose à des rétorsions qui vont enrichir considérablement le coût de son action. Voilà, donc c'est deux voies de dissuasion. Vous avez parfaitement raison, le talon d'Achille de toute façon de tous ces systèmes spatiaux il se trouve au sol. Les premiers objectifs ce sont les stations, les centres de commandement, les stations sol. Donc ils sont vulnérables vis-à-vis de cyberattaques, ils sont vulnérables aussi vis-à-vis d'actions militaires tout à fait classiques.
Donc là aussi, eh bien, on peut passer par des mesures de protection et des mesures de résilience. Si un pays n'a pas renforcé la protection de ces systèmes, de la partie sol de ces systèmes spatiaux, s'il n'a pas de redondance, là, effectivement, une grande vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il capitulera, ça peut vouloir dire qu'il peut perdre beaucoup. Bonsoir, je vais essayer d'être bref. On parle d'opérateurs qui sont des États à chaque fois pour envoyer les satellites et pour éventuellement être agressifs, mais on voit apparaître aujourd'hui dans le monde qui nous entoure des opérateurs privés comme Elon Musk justement qui sont capables d'envoyer dans l'espace des hommes sur la station internationale. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à avoir des opérateurs privés qui ne dépendent pas directement d'État avoir cette capacité-là? Elon Musk a mis, vous l'avez vu, il a envoyé une de ses voitures Tesla dans l'espace, donc c'est vrai qu'il est en capacité d'envoyer toutes sortes de choses dans l'espace. C'est vrai. Mais je dirais, les systèmes qu'il développe, qu'il met en œuvre, ses fusées, ses vaisseaux, tout ça, ça répond à des contrats, la plupart du temps passés par l'État américain. Et donc, c'est grâce à ces subsides qu'il développe ses moyens. Alors, sans doute est-il suffisamment riche pour développer quelques systèmes, mais on ne voit pas dans quelle logique, par une logique de folie, il passerait à l'acte comme ça, et il faudrait aussi que ce soit complètement indétectable, que les services ne se rendent pas compte des préparatifs d'une telle action. Ça aussi, c'est quand même difficile à envisager. Bon. On est un peu dans la science-fiction, je ne sais pas si j'ai une idée. Mais... On a commencé avec la guerre des étoiles, on termine sur la science-fiction, je pense que c'est cohérent. Comme je dis, on aura le temps de rediscuter, si vous voulez, sur un mode informel. Merci beaucoup de vos éclairages, c'était très important.